Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 juin 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, demain et après-demain, je vais vous lire des passages d'un ouvrage de Grail Marcus, Lipstick Traces, une histoire secrète du 20e siècle. Un mot sur ce livre qui est, à mon avis, majeur, fondamental, parce que c'est l'histoire de l'Occident à travers le prisme de la musique pop rock. Comment les grandes figures archétypales de notre monde occidental sont représentées à travers la musique pop rock moderne. Comment les Sex Pistols, par exemple, sont près des hérétiques du 14e siècle, ou comment Patti Smith ou le Velvet Underground trouvent leur source dans les dadaïstes de Zurich, ou comment Jim Morrison est en phase avec le poète Arthur Rimbaud. Cette, euh, cette façon de lire notre histoire à travers le prisme de la musique pop rock est unique. C'est érudit, c'est fouillé, c'est intelligent, c'est plein d'intuition. Et franchement, c'est un ouvrage que je vous recommande. Alors, au début de l'hiver, j'avais également lu Hard Times, l'histoire orale de la Grande Dépression de Studs Terkel, un livre majeur aussi. Et j'avais sur ma page Facebook inclus des musiques, de la musique des années 30, où il était question de la Grande Dépression. Je vais en faire autant cette fois-ci, et je vais inclure dans les 3 prochains jours de la musique rock qui sont en lien avec les textes que je vais vous lire, les passages de textes que je vais vous lire. Mais avant de ce faire, je m'adresse à mes amis militants, à militantes Facebook. Je sais qu'aujourd'hui, quand je vais revenir de travailler ce soir, sur ma page d'accueil Facebook, il va y avoir une multitude de commentaires sur la une du Journal de Montréal, où le docteur Mayou s'en prend à Amir Kadir. Ben, je voudrais seulement vous dire une chose ici. En fait, deux choses. La première, les imbéciles ont le droit de s'exprimer. La deuxième, accorder trop d'importance aux propos des imbéciles nous engage dans une pente glissante, savonneuse. Et comme le combat qui a commencé va durer des années, je me permettrai de vous donner un seul conseil. Cessez de vous indigner. Car l'indignation, c'est un moteur qui carbure à l'indignation, mais on n'ira pas tellement loin avec ça. On va se pomper, on va se convaincre les uns les autres de la justesse de notre cause, de notre projet, de notre démarche. Nous allons nous prêcher entre convertis. Nous allons discuter en vase clos. Et finalement, nous allons sombrer dans le découragement, sinon dans le pétage de plomb. Et là, nous allons faire le jeu de l'adversaire. Si vous pouviez être capable de devenir imperméable à toutes les conneries qu'on entend autour de nous et d'avancer sereinement vers le changement en conservant vos forces vitales, en vous impliquant dans des projets concrets dans vos communautés, les chances que nous remportions la partie n'en seront que plus grandes. Alors c'était tout, c'était mon seul conseil pour aujourd'hui. Le courant dominant. Le courant dominant du rock and roll en 1975, presque entièrement blanc et issu de la classe moyenne, continuait à forger ses accords sur des rythmes qui n'étaient rien d'autre que passivement conformistes. Aventure et risque avaient été les mots d'ordre et finalement les clichés des années 60. Une ère qui était devenue elle-même un cliché. Les sexties. Maintenant, les morts, les dépressifs et les têtes brûlées, rescapés des combats et des expériences de cette époque, s'étaient reconvertis dans le mot d'ordre cliché des années 70, la survie.
Curieux comme le mot ressemble à une définition du choix offert aux Blancs, issus de la classe moyenne et relativement jeunes, car c'était presque exclusivement à cette sorte de gens que le mot s'appliquait. Impossible de vouloir lui résister. À travers la magie du langage ordinaire, Survie et son jumeau survivant entraînent les années 60 hors de l'histoire comme une erreur et font passer pour de l'héroïsme les actes quotidiens des années 70, qu'ils soient d'ordre personnel ou qui concernent la stabilité professionnelle. Garder son boulot, rester marié, ne pas être en hôpital psychiatrique ou simplement ne pas mourir. D'abord corrompu en tant que référence à ses survivants des 60s, qui désormais étaient engagés dans la vraie vie, le terme contenait une équation implacable. La survie était la vraie vie. Assez rapidement, tous ceux dont l'existence matérielle ou physique n'était pas notoirement compromise pouvaient prétendre au titre de survivant, et l'obtenir, c'était recevoir le plus haut éloge. L'idée se répandit partout. Des suggestions agressives s'émissèrent sournoisement, une campagne publicitaire pour une nouvelle ligne de valises. The Survivor rendait plus évident que ce qui était en jeu était la survie du plus fort. Dans la jungle de l'économie nouvelle, rien d'autre ne comptait. L'idée conquit l'ontologie comme elle envahissait l'éthique. Garp est un survivant, écrivait un fan du roman de John Irving, Le Monde selon Garp, sachant très bien que le héros d'Irving est tué à l'âge de 33 ans. Là se trouvait la victoire ultime de l'idée sur le mot le survivant mort. La notion que Bruno Bettelheim appelait en 1976 une survie dénuée de signification, où seul compte la survie à tout prix, avait envahi toutes les formes de discours. Bettelheim parlait de la nouvelle sanctification philosophique de la survie dans les camps d'extermination nazis, opposé même au fantasme suivant de résistance. Des arguments semblables à ceux du film de Lina Wertmüller, Les Sept Beautés, et de l'étude de Terence Després, Le Survivant. Il écrivait, Bruno Bettelheim, « La seule chose qui compte, c'est la vie, sous la forme la plus fruste, purement biologique. Nous devons vivre en dépassant les contraintes de la culture et en obéissant aux impératifs les plus frustes du corps. En d'autres termes, il fallait vivre selon une dictature de la nécessité, non pas au-delà de la culture, mais avant elle, et comme Hannah Arendt l'écrivait autrefois, les exigences du corps sont ennemies de la liberté. Quand la survie prend le dessus, la liberté doit se soumettre aux urgences du procès de la vie même. En 1951, dans L'Homme révolté, Albert Camus relate une autre histoire. Ernest Dwinger, dans son journal de Sibérie, parle de ce lieutenant allemand qui, prisonnier depuis des années dans un camp où régnait le froid et la faim, s'était construit avec des touches de bois un piano silencieux. Là, dans l'entassement de la misère, au milieu d'une cohue en haillons, il composait une étrange musique qu'il était seul à entendre. L'histoire, disait Camus, d'une insurrection harmonieuse. Mais Camus n'était plus à la mode, ni non plus le froid et la faim, ou l'état constant de manque et de misère aiguë qu'Arendt attendait par nécessité. Le langage s'était renversé, si bien que la culture était devenue une contrainte, la nécessité un luxe, la survie une sensibilité de tant d'abondance, et ainsi le principe de la survie était adopté avec le plus d'empressement, non par ceux qui souffraient de privation, mais par les rockstars. La nouvelle idéologie se lisait dans les titres des disques. Survivor, Rock and Roll Survivor, You Are a Survivor, I Survive, Soul Survivor, Street Survival, Survival, Surviving, I Will Survive.
et encore dans une redondance sans fin. Dans presque tous les cas, ces titres étaient les révélateurs d'intentions d'artistes qui auraient dû se retrancher dans un silence honorable depuis des années, mais qui maintenant se sentaient autorisés à vendre leur cam pour toujours. Et en plus, célébraient l'acte comme un triomphe moral, un triomphe qui dévaluait tout effort de poursuivre l'aventure et le risque. Échanger la garantie de mourir d'ennui contre la garantie de ne pas mourir de faim était une bonne affaire, la règle du jeu. Voilà, c'était un court chapitre de Lipstick Traces de Grail Marcus, un livre majeur, j'insiste. Alors, mes vidéos vous plaisent. D'ailleurs, demain, je poursuis avec Lipstick Traces. Alors, mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, un militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'anciens et d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et bonne survie à cette autre journée délirante que nous offrent nos adversaires. Mais je vous en prie, essayez de plus les écouter. C'est conçu pour ça, ce truc-là, pour vous saper dans une indignation stérile qui va vous conduire au cynisme et à l'amertume. Je vous en passe un papier. Merci, bonne journée.